Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au CUM. Nous sommes absolument ravis aujourd'hui d'accueillir Jean-Marc Ovas, qui est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de l'Institut des textes et manuscrits modernes, et qui est biographe de Victor Hugo, qui a écrit une biographie absolument remarquable, fortement documentée, une masse de documents, un travail de passionné aussi, qui est très très complet et qui va continuer à se compléter à l'avenir. Donc c'était vraiment la personne à inviter aujourd'hui pour fêter cet anniversaire autour de Victor Hugo cette année. Donc nous sommes très très heureux et très honorés de le recevoir. Au nom de Christian Estrosi, député maire de Nice, je vous souhaite donc une très belle conférence et bienvenue à Jean-Marc Ovas. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier vivement, Madame Karine Marais, directrice de la programmation, pour votre invitation et votre organisation. Mes rimes s'arrêteront là pour l'instant, mais non ma reconnaissance. En consultant sans doute trop rapidement les publications du Centre universitaire méditerranéen, j'ai été assez étonné de constater que Victor Hugo n'y avait pas été vraiment à l'honneur, mais je pense et j'espère me tromper. J'ai relevé seulement 2 conférences de l'étrange et intéressant Denis Seurat, qui était né en 1890 et qui est mort en 1958, qui avait pris sa retraite sur les hauteurs de Cimiez après une carrière universitaire et institutionnelle de grande qualité, dont les livres étaient essentiellement consacrés à 3 géants mystiques, Milton, William Blake et Victor Hugo. Ces 2 conférences, données respectivement les 11 et 15 décembre 1952, c'est-à-dire in extremis pour célébrer le 150e anniversaire du poète, avaient pourtant des sujets plutôt classiques. Victor Hugo, dessinateur et poète épique pour la première, Victor Hugo européen pour la seconde. Avec ce Victor Hugo méditerranéen que je vous propose 63 ans plus tard, je m'inscris à sa suite, tout en changeant un peu la perspective. Mon sujet n'a pas la prétention d'être totalement neuf, mais d'essayer d'être en harmonie avec le cadre exceptionnel de cet amphithéâtre intérieur et extérieur. Sujet qui n'est pas totalement neuf parce qu'en 2002, pour le bicentenaire du poète cette fois, les éditions Maisonneuve et La Rose ont publié un coffret de 11 petits livres regroupés sous le titre général « Victor Hugo et l'Orient ». Mais c'était un Orient dépassant largement le bassin méditerranéen, puisqu'il allait jusqu'à l'Iran, la Russie, voire l'Inde, le Japon, la Chine et le Vietnam. Seuls quelques titres pouvaient donc nous concerner aujourd'hui. Le premier, Les sources marseillaises de l'Orient romantique par Anouar Louka, présentation d'une petite colonie égyptienne débarquée en France et installée surtout à Marseille après l'expédition de Bonaparte. Le volume intitulé Géographie des Orientales par Sarga Moussa, qui montre bien que le recueil des Orientales, loin d'être composé de manière aléatoire, constitue une sorte de parcours méditerranéen, je le cite. Le 6e livre enfin de cette collection, qui s'intitule « Victor Hugo face à la conquête de l'Algérie » par Franck Laurent, sujet que j'élimine dès maintenant, car les frontières de ma Méditerranée seront nettement plus circonscrites ou septentrionales. Disons pour faire vite qu'elles incluront la France, l'Italie et l'Espagne, et se resserreront bientôt plus précisément autour des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de Nice et de son comté, ce qui sera déjà pas mal. J'ai cité dans la présentation que j'avais faite pour cette conférence cette déclaration de Victor Hugo en 1864, qui n'est pas une déclaration extrêmement connue de lui, mais qui est bien de lui. « Je suis un latin, j'aime le soleil ». Et j'ai proposé d'en faire une devise aussi importante que la fameuse devise « Ego Hugo », beaucoup plus connue et trop souvent indûment avancée comme une preuve d'égo ou d'hugocentrisme, que je vais donc remplacer avantageusement en quelque sorte par de l'héliocentrisme. J'aime le soleil, je suis un latin. En exhumant il y a plusieurs mois cette déclaration, je ne pensais pas que j'allais entrer en résonance avec l'actualité la plus brûlante qui a fait du latin et des langues anciennes une matière discriminante. Pourtant, et je commencerai par là, on n'exagérera jamais la part du latin dans la formation du génie littéraire de Victor Hugo. C'était pour lui, comme pour nombre de ses contemporains, mais pour lui particulièrement, une vraie langue vivante. On raconte qu'il connaissait encore à la fin de sa vie
plus de 2000 vers latins par cœur, et il est certain, conformément à ce que nous apprennent les linguistes sur l'importance du décentrage, que sa maîtrise absolue du français est issue de sa maîtrise absolue du latin. Aussi, quand il dit « je suis un latin », il faut entendre aussi, et peut-être d'abord, qu'il est un produit de la littérature et de la civilisation latine. Il est méditerranéen par le latin, langue du bassin méditerranéen, par Virgile en premier lieu, mais aussi par Juvénal, Horace et Lucrèce. La disparition du latin plonge ou va plonger dans l'obscurité une part immense de l'œuvre de Victor Hugo, qui consiste plus d'une fois, à l'image de ses premiers exercices d'écolier, à adapter le génie de la langue latine à la métrique française. C'est ce qui donne à nombre de ces alexandrins décalqués un pouvoir évocatoire très particulier. Les poèmes des rayons et les ombres, par exemple, mais aussi nombre des contemplations, font de lui un véritable Virgile français. Les chansons des rues et des bois, dernier recueil de l'exil, dont on fête discrètement cette année le 150e anniversaire de la publication, c'était un recueil qui est apparu en 1865, ces chansons des rues et des bois doivent beaucoup à Horace. Et cette innutrition ne s'arrête pas à la forme poétique, on comprendrait mal la prose lapidaire de l'exil qui choqua tant les contemporains, sans songer à tout ce qu'elle doit aussi à la densité du latin. Victor Hugo est donc méditerranéen davantage par la langue et la civilisation latine, qui sont les siennes, que par la naissance. Car comme vous le savez tous, il est né le 26 février 1802 à Besançon, dans Besançon, vieille ville espagnole. Avant d'essayer d'expliquer ce léger décentrement géographique, je voudrais m'arrêter un instant sur sa maison natale et ses rapports désormais étroits avec la ville de Nice, car je ne quitte pas de vue mon sujet. Vous savez que sa maison natale à Besançon vient d'ouvrir. Il y a 2 ans, elle a ouvert au public. Elle avait été rachetée par la ville de Besançon il y a 70 ans, mais elle n'avait encore jamais été ouverte. Donc jusque-là, des gens venaient du monde entier. Tous les gens qui passaient à Besançon voulaient visiter la maison de Victor Hugo. Ils arrivaient devant la façade, qui est très belle. C'est une maison d'époque, donc c'est la vraie maison. C'est pas l'emplacement de la maison. Mais ils ne pouvaient pas rentrer. Et donc on m'a contacté très, très en amont sur ce projet auquel j'ai été associé depuis le début, depuis la première origine de cette ouverture qui est effective maintenant depuis septembre 2013. Je vous engage à venir la visiter. Au rez-de-chaussée de cette maison où est né Victor Hugo à Besançon, 140 Grande Rue, une magnifique pharmacie fondée en 1738 était installée depuis 1754. Propriété de la famille Barat, avec tout l'immeuble. Elle était passée par la famille Maire depuis 1800, qui la conserva jusqu'en 1859, et elle a été tenue par une troisième famille de 1859 à 1909, la famille Jacques. Ainsi, de 1754 à 1909, elle n'eut que 3 propriétaires et ne changea jamais de décor ni de place. En 1910, elle fut vendue intégralement, ses boiseries, ses verreries, ses pots en faïence du XVIIIe siècle et les 2 médaillons d'angle, à un antiquaire du faubourg Saint-Honoré qui s'appelle Bernard. La ville de Besançon, qui aurait assurément dû s'en porter acquéreur, l'avait laissé passer puisque la ville en 1910 était partiellement ruinée par la crue du Doubs, qui avait été aussi importante que celle de la Seine la même année. La pharmacie est donc partie dans le faubourg Saint-Germain chez l'antiquaire Bernard, qui la revend à la fin de la guerre à Paris Singer, ou Singer, le célèbre américain fabricant de machines à coudre. Ce dernier l'installa dans son château des Rochers, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, on se rapproche, où elle lui servait, cette pharmacie, de bibliothèque. À sa mort, en 1954, elle fut vendue aux enchères et rachetée pour 3,5 millions de francs, le 24 octobre 1954, par un autre Américain richissime, Frank J. Gould, l'héritier des chemins de fer américains, dont la 3e femme, épousée en 1923, fut la célèbre Florence Gould. Mais contrairement à Paris Singer, Frank J. Gould n'avait pas acheté cette pharmacie pour lui, mais pour l'offrir à la ville de Nice. Nous y voilà. Cette dernière l'exposa alors à 2 pas d'ici, au musée Masséna, de 1955 à 1968, puis à 4 pas d'ici, au palais Lascaris, de 1969 à 2012.
Pendant 57 ans, on a donc pu voir à Nice la pharmacie où Madame Hugo allait acheter ses remontants pour sauver son fils malingre. Mais elle n'avait pas fini ses voyages, cette pharmacie. Elle a d'abord en quelque sorte traversé non la Méditerranée mais l'Atlantique, puisqu'elle a été entièrement copiée pour le musée de la pharmacie à la Nouvelle-Orléans, New Orleans Pharmacy. Donc si vous allez à la Nouvelle-Orléans, vous la verrez, et elle représente l'archétype de la pharmacie française. Copie magnifique qui est vraiment exactement la même. Quand on pense qu'elle a peut-être sauvé Victor Hugo, on ne peut qu'admirer la justesse de ce choix d'en faire l'archétype de la pharmacie française. Quand il a été question d'ouvrir au public la maison natale de Victor Hugo à Besançon, les partisans du patrimoine, dont je suis, ont tout de suite vu l'intérêt qu'il y aurait à faire revenir la pharmacie dans ses murs, puisque le bâtiment, encore une fois, la maison n'a pas bougé. La lutte a été contre toute attente plus difficile en interne, qu'il fallait convaincre les modernistes de l'intérêt réel que cela représentait, qu'en externe, puisque la décision politique, pour autant que j'ai pu la connaître, n'a guère posé de problème. Après inventaire des fonds et conciliation entre les conservateurs et les maires, le palais Lascaris a accepté de déposer, plutôt que de rendre, car il s'agit bien d'un dépôt d'art avec bail amphithéotique, il a accepté de déposer sa pharmacie à Besançon, en échange, toujours en dépôt d'art avec bail amphithéotique, de 4 magnifiques portraits du XVIIIe siècle des ducs de Savoie, qui n'avaient, à vrai dire, pas grand-chose à faire dans les réserves du musée des Beaux-Arts de Besançon, mais qui s'y trouvaient, d'instruments de musique anciens et d'une belle pièce d'horlogerie, horlogerie comtoise, évidemment, pour compléter les collections du palais Lascaris. Ainsi, après être passé par Paris, après avoir servi de bibliothèque à Paris-Singer, puis de décor au musée Masséna et au palais Lascaris, la pharmacie est rentrée, sans aucune difficulté, au centimètre près, les guides disent même au millimètre près, dans les murs qu'elle avait quittés en 1910, après plus d'un siècle d'errance. On n'y rentre plus, mais elle est magnifiquement présentée derrière une vitrine, visible de la Grand-Rue. Elle redonne à la façade de la maison natale son apparence de 1802. Merveilleuse et improbable histoire, à laquelle je pense chaque fois que je passe devant la maison natale, avec une pensée reconnaissante pour Nice, qui n'est pas entrée pour rien dans mon envie de venir parler ici de Victor Hugo, et que je suis heureux de pouvoir vous faire partager aujourd'hui. C'est donc le 26 février 1802, à Besançon, au-dessus d'une vieille apothicaire-rie, que Victor Hugo a vu le jour, comme il l'a raconté dans un poème vite célèbre, qui sera publié en tête des feuilles d'automne. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, et du premier consul, déjà, par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Les habitants de Besançon comprennent si mal la position accrochée pour l'éternité au nom de leur ville, qui n'a rien d'espagnol, sinon qu'elle a été occupée pendant une vingtaine d'années au milieu du XVIIe siècle par l'Espagne, mais à ce titre, on pourrait presque dire que Paris est une ville allemande. Les habitants de Besançon comprennent si mal cette apposition qu'ils inventent des raisons absurdes, comme s'il s'agissait d'une cheville imposée par la rime en ol. C'est pourtant bien le droit des poètes de transformer la réalité. Le vers était du reste si célèbre du vivant même de Victor Hugo que pendant l'exil, on dira à Victor Hugo « Vous savez qu'il y a une foule de gens qui croient que Besançon est en effet une ville espagnole ?» « Je sais bien, répondra-t-il, du reste, c'est une très belle ville. » Sans expliquer la raison profonde de cette bizarre caractérisation. La raison profonde, c'est qu'il avait peu de liens avec Besançon, puisqu'il est né au hasard d'une affectation de son père, militaire de carrière, qu'il n'y resta que quelques semaines, et que, comme il l'écrit à peu près dans le vers, d'un sang breton et lorrain à la fois, sa mère était nantaise et son père nancéen. En revanche, il avait beaucoup de liens avec l'Espagne, qui s'expliquent d'abord et avant tout par la carrière de son père. Léopold Hugo, son père, est un militaire qui représente à lui tout seul l'ascension sociale autorisée par la Révolution française. Fils de menuisier lorrain, engagé volontaire en 89, capitaine à 19 ans en 92, il participe à la guerre de Vendée. Affecté à l'armée du Danube puis du Rhin, il est nommé chef de bataillon après Marengo en 1800. Il subit ensuite une période de disgrâce pour avoir été trop républicain, période qu'il passe justement à Besançon, puis à Marseille, rue de Paris, puis en Corse, dans la citadelle de Bastia, au 12 rue Notre-Dame, où une plaque l'indique, et enfin à l'île d'Elbe, les 3 premières stations de Victor Hugo enfant, Marseille,
après Besançon, Marseille, Bastia, Porto-Ferraio. Comme il le confiera plus tard à son ami Alexandre Dumas, la première langue qu'il entendit, sinon par là, fut le corse et l'italien des îles. Il traitait sa nounou, sa promeneuse, à laquelle il ne s'habituait pas, car elle s'était substituée à sa mère partie plaider auprès de l'état-major à Paris la cause de son mari en disgrâce. Il traitait sa nounou de Gativa, Gatiwa, qui signifie méchante. Mais sa mère, au bout d'une année d'absence difficile à comprendre et à justifier, finit par venir rechercher ses enfants et par les ramener à Paris. Victor Hugo a donc été méditerranéen à proprement parler pendant presque la totalité de ses 2 premières années. Il rentre à Paris à la fin de l'année 1803, donc il est né en février 1802. Selon la perspective que l'on adopte, perspective psychanalytique ou rationaliste, ces 2 premières années dans sa vie, c'est essentiel ou c'est dérisoire, les deux sans doute. Après quelques années de disgrâce, Léopold Hugo a l'occasion de se racheter lors de la campagne d'Italie, qui commence dès l'hiver 1805-1806. Il participe ensuite à la conquête du royaume de Naples et reprend la course aux honneurs sous la nouvelle protection de Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon Ier nommé roi de Naples. Au tournant des années 1807 et 1808, il a conquis une belle situation comme commandant de la province d'Avellino, non loin de Naples. Sophie Hugo, son épouse, vient le rejoindre avec ses 3 fils. Ce voyage, sans doute assez bref, semble avoir disparu, au moins partiellement, de la mémoire de Victor Hugo. Adèle Hugo, la femme de Victor Hugo, le constatera lorsqu'elle rédigera la biographie de son mari. Elle consacre toutefois 2 brefs passages à la mer. À certains points des Apennins, il aperçut l'Adriatique. Il fut ébloui et ravi de cette mer moutonnante d'où sortaient des paillettes d'argent. La mer, elle, était insensible à la nature. Elle n'était occupée que d'une seule chose, des mauvais gîtes qu'elle avait chance de rencontrer et de la puce qu'elle était sûre de trouver. Après l'Adriatique vient la Méditerranée proprement dite. Naples, écrit Madame Hugo, la femme de Victor Hugo, Naples leur apparut plus belle. Elle sembla au petit Victor une robe blanche bordée d'une mer bleue. Il admira beaucoup la lave dont elle est pavée. Ils restèrent quelques jours dans cette ville de soleil. Madame Hugo gardait la chambre la matinée et le soir se promenait avec ses fils en calèche, au bord de la mer. Adèle Hugo ne manque pas de jouer sur l'homophonie mère-mère, et l'on pourrait même ajouter dans son cas belle-mère, belle-mère. Il est vrai que ce voyage mal connu, car les documents manquent autant que les souvenirs de Victor Hugo, s'achève par le constat de séparation inévitable et définitif entre ses parents, entre le général Léopold Hugo et Sophie Trébuchet. Si ce voyage en Italie a pratiquement disparu de la mémoire de Victor Hugo, c'est aussi parce qu'il a été doublé par le voyage en Espagne. Or, la disparition du premier n'a d'égal, pour ainsi dire, que l'inflation énorme du second dans sa mémoire. L'Espagne semble avoir pris toute la place. Comme le rappellent les tableaux de Goya montrant les 2 et 3 mai 1808 les grenadiers de Murat fusillant les paysans espagnols, Madrid s'était soulevé contre les occupants français. Napoléon, qui ne voulait pas laisser l'Espagne à Murat, avait fini par en confier la couronne à son frère Joseph, dont il appréciait assez peu la mollesse et le facile contentement de soi. Joseph avait accepté, au moment même où toute l'Espagne se soulevait avec une vigueur extraordinaire contre un Napoléon qui était devenu la figure de l'Antéchrist. Cette Vendée, à l'échelle d'un pays entier, allait vite s'avérer redoutable. Le nouveau roi d'Espagne, Joseph, vite débordé par le soulèvement, propose rapidement à Léopold Hugo de venir le rejoindre, ce qui prouve que Léopold Hugo était manifestement caractérisé par sa capacité à réprimer les insurrections. Après la Vendée, l'Italie, après l'Italie, l'Espagne. Au début du mois de juillet 1808, quelques jours avant que Murat soit nommé roi de Naples, puisque Murat part à Naples, Léopold Hugo quitte l'Italie pour l'Espagne. Il arrive à Burgos le 6 août 1808. Napoléon, de son côté, inquiet tout autant devant le tour que prenaient les événements que devant les fantaisies imprévisibles de son frère aîné, décide, moins d'un trimestre plus tard, d'assurer en personne le commandement de l'armée d'Espagne. Il vient avec 200 000 hommes et 2 objectifs, réprimer la guérilla intérieure et chasser les Anglais du Portugal. Il prend Madrid le 4 décembre 1808. Pour intégrer les prisonniers et les soldats sans affectation, il crée le régiment
royal étranger, dont le roi Joseph offre le commandement à un homme à la fois à poigne et à un homme de confiance. C'est Léopold Hugo, qui est nommé colonel du royal étranger et majordome de son palais, avec charge d'aller prendre le gouvernement de la province d'Avila. La partie était rude, tant à l'intérieur du régiment cosmopolite et sous-équipé, où régnait l'indiscipline, que dans la province où les occupants français, contrairement à ce qui s'était passé en Italie, où ils bénéficiaient d'une certaine sympathie d'une partie de la population, là, ils n'avaient aucune sympathie. Léopold Hugo avait remporté en 1805 une belle victoire en Italie, aux côtés de l'illustre Masséna, l'enfant chéri de la victoire. Il retrouvait le grand niçois à ses côtés, puisque ce dernier avait été nommé depuis mai 1810 commandant en chef de l'armée du Portugal, avec toujours la même mission, chasser les Anglo-Portugais, commandés par Wellington du Portugal. Comme lui, mais à son échelle, Léopold se signala par son efficacité. Même si elle ne fut pas couronnée par une victoire réelle, il reçut en tout cas une pluie de récompenses. C'est là, en Espagne, qu'il fut nommé sous-inspecteur général de tous les nouveaux corps d'armée, commandeur de l'ordre royal d'Espagne, maréchal de camp. Il était donc général. Pour qu'il aille combattre le principal opposant aux Français, un certain El Empecinado, le roi Joseph lui enlève ses provinces d'Avila et de Ségovie, provisoirement pacifiées, et lui donne celle de Guadalajara, beaucoup plus étendue et dangereuse. Le général ne parvient pas à arrêter le rebelle, mais il pacifie provisoirement sa province. Le roi, pour le récompenser une nouvelle fois, vient le rejoindre dans son fief en novembre 1810 et lui propose, pour le remercier de ses victoires partielles remportées contre El Empecinado, le titre de comte ou de marquis, au choix, de Cifuentes ou de Sigüenza, petite ville située aux confins de la vieille et de la Nouvelle Castille. En plus de son titre de général-gouverneur de la province de Guadalajara et de la seigneurie royale de Molina d'Aragon, Léopold Hugo choisit d'être nommé comte de Sigüenza. C'est là l'origine de la noblesse tant controversée de Victor Hugo. Sa femme, avec laquelle il ne s'entendait pas du tout, et ses 3 enfants, Abel, Eugène et Victor, étaient alors à Paris, aux Feuillantines, mais elle n'avait plus d'argent parce qu'il refusait d'en envoyer, et donc elle décida une nouvelle fois, avec ses 3 fils, de traverser toute l'Europe à feu et à sang pour rejoindre son mari, qui était aussi à l'honneur en Espagne. Elle loue donc une carriole, une diligence même, pour faire le trajet en mars 1811, et s'en va vers Bayonne. Ils mettent 9 jours sur la route, mais comme on ne pouvait pas circuler librement en Espagne, la famille s'arrête à Bayonne pour attendre un convoi escorté. Le précédent convoi avait été entièrement dépecé par les résistants. Alors que le paysage est encore à peu près semblable des 2 côtés de la frontière, Victor Hugo, arrivant en Espagne, semble avoir eu très vite conscience d'entrer dans un nouveau monde. Quand il reviendra à Irún en 1843, il rappellera cette découverte ainsi. « C'est là que l'Espagne m'est apparue pour la première fois et m'a si fort étonné, avec ses maisons noires, ses rues étroites, ses balcons de bois et ses portes de forteresse, moi, l'enfant français élevé dans l'acajou de l'Empire. Mes yeux, accoutumés aux lits étoilés, aux fauteuils à coups de cygne, aux chenets en sphinx, aux bronzes dorés et aux marbres bleu turquin, regardaient avec une sorte de terreur les grands bahuts sculptés, les tables à pieds tors, les lits à baldaquin, les argenteries contournées et trapues, les vitres maillées de plomb, tout ce monde vieux et nouveau qui se révélait à moi. » Erreur au-delà des Pyrénées, vérité au-delà, ces 2 phrases écrites à mi-chemin de l'enfance et de l'exil le disent d'une certaine manière. L'arrivée dans cette Espagne où il va passer une année décisive sera véritablement comme une révélation et une nouvelle naissance pour lui. Loin d'être une approximation historique, le Besançon, vieille ville espagnole des feuilles d'automne qui célèbre sa naissance, est un raccourci biographique et permet d'expliquer que ce breton lorrain, et même un peu franc-comtois, ayant fait ses premiers pas et dit ses premiers mots au bord de la Méditerranée, ait eu naturellement le droit de se considérer comme un homme du Sud. On le voit en tout cas, contrairement à ce que voulait Barrès, qui le tirait de toutes ses forces du côté de sa Lorraine, il n'y a pas chez lui d'enracinement dans une terre facile à délimiter. Victor Hugo, dans un article de jeunesse, admirait chez Walter Scott cet attachement éclatant à sa patrie, mais on voit qu'il ne parlait pas alors pour lui.
Sir Walter Scott est écossais, écrit-il, ses romans suffiraient pour nous l'apprendre. Son amour exclusif pour les sujets écossais prouve son amour pour l'Écosse. Passionné pour les vieilles coutumes de sa patrie, il se dédommage, en les peignant fidèlement, de ne pouvoir plus les suivre avec religion. Et son admiration pieuse pour le caractère national éclate jusque dans sa complaisance à en détailler les défauts. Quoi qu'il en soit, à cette date-là, le magicien du Nord, Wizard of the North, n'était pas encore, il s'en faut de quelques années, le grand romancier écossais qu'il devint pour se distinguer de Lord Byron. Il n'était qu'un grand poète écossais qui succombait à la mode en publiant précisément un poème espagnol, La vision de Roderick, le dernier roi Goth d'Espagne, à la gloire indirecte de Wellington. Victor Hugo, qui s'apprêtait à succomber au sortilège du Sud, ne le connaissait vraisemblablement pas encore, alors qu'il deviendra un de ses grands modèles. Le convoi qui s'apprête à gagner Madrid, afin d'apporter au roi Joseph les millions trimestriels que Napoléon lui alloue généreusement, réunit une centaine de voitures. À chaque étape, les logements sont réquisitionnés. L'accueil des occupants est franchement hostile. Les Espagnols se barricadent chez eux, ne laissent que le strict nécessaire dans les chambres mises à la disposition des Français et font les morts jusqu'à leur départ. L'huile rance, le vin nauséabond, le fourmillement des punaises et des puces incommode Sophie Hugo au plus haut point, tout comme le grincement des essieux dans les roues en bois pleins des charrettes espagnoles. Il n'est pas sûr que l'enthousiasme opposé de son fils, plongé dans un perpétuel ravissement, écrit plus tard Adèle Hugo, une extase continuelle, la console beaucoup. Victor Hugo donnera notamment à ce bruit des charrettes qu'il affectionnait tout particulièrement des échos multiples dans ses vers comme dans sa prose. Et ce n'est qu'un symbole au regard des étapes de ce voyage qui semble transformer la carte de l'Espagne en catalogue de ses œuvres complètes. C'est d'abord la petite ville d'Hernani, dont toutes les maisons portent des blasons. C'est ensuite le village brûlé de Torquemada. C'est Burgos et sa cathédrale flamboyante, à l'intérieur austère, où les heures sont frappées par un bonhomme de bois. Intrusion inattendue du grotesque dans le sublime, comme dans la préface de Cromwell et Notre-Dame de Paris réunies. Burgos est le tombeau du Cid profané par les Français, que la légende des siècles s'attachera à ressusciter. Burgos est sa place Louis XIII aux arcades couvertes, comme le seront et comme le sont celles de la place des Vosges à Paris. Si l'on entrait dans le détail, on n'en finirait pas de relever toutes les choses vues qui ornent un vers des Orientales, un vers des Nouvelles Odes, une page de L'Homme qui rit. Cette volonté de faire de ces œuvres complètes, dans l'ensemble ou dans le détail, une reconstitution de l'Espagne, trouvera sa traduction théorique et imagée dès la préface des Orientales, qui est l'un de ses premiers recueils en 1829, donc Hugo a juste 27 ans. C'est une phrase assez connue, je vous en lis une partie, où l'on voit cette volonté de transformer un recueil de poésie en ville espagnole ou mauresque. Et puis, pourquoi n'en serait-il pas d'une littérature dans son ensemble, et en particulier de l'œuvre d'un poète, comme de ces belles vieilles villes d'Espagne, par exemple, où vous trouvez tout. Fraîches promenades d'orangers le long d'une rivière, larges places ouvertes au grand soleil pour les fêtes, rues étroites, tortueuses, quelquefois obscures, où se lient les unes aux autres 1000 maisons de toutes formes, de tout âge, hautes, basses, noires, blanches, peintes, sculptées, labyrinthe d'édifices dressés côte à côte, pêle-mêle, palais, hospices, couvents, casernes, tous divers, tous portant leur destination écrite dans leur architecture, marchés pleins de peuple et de bruit, cimetières où les vivants se taisent comme les morts. Ici, le théâtre avec ses clinquants, sa fanfare et ses oripeaux. Là-bas, le vieux gibet permanent dont la pierre est vermoulue, dont le fer est rouillé, avec quelques squelettes qui craquent au vent, etc. La cathédrale gothique et puis la mosquée. Cette phrase, qui est une manière d'art poétique, il s'y tiendra dans le reste de son œuvre. Après ce long voyage qui fut une véritable épopée pour rejoindre l'Espagne au début de juin 1811, Hugo entre à Madrid. La ville était riante, mais l'accueil à peine plus chaleureux que dans le reste du pays. Et pour comble d'infortune, son père, Léopold Hugo, furieux en vérité de l'initiative de sa femme, n'était pas là pour accueillir sa femme et ses fils. Sans réfléchir assez à l'appui que le roi Joseph, qui était soucieux de maintenir dans son entourage des apparences de la moralité, n'avait pu manquer de donner à ce rapprochement conjugal, il entre dans une colère folle et dépose aussitôt une demande en divorce.
Cette requête de 11 pages en espagnol sur le caractère inflexible de son épouse énumère les griefs les plus divers, parmi lesquels il apparaît clairement que Sophie a utilisé sa procuration à Paris pour payer l'argent du voyage sans son consentement. Il n'en faut pas davantage pour qu'il obtienne le divorce et retire à sa pernicieuse épouse ses 3 enfants mâles, c'est comme ça que c'est écrit dans la requête, et les enferme dans une maison d'éducation très sévère, le Collège Séminaire des Nobles, à Madrid. Ils avaient donc fait tout ce voyage pour rencontrer leur père, et non seulement ils ne le trouvent pas, mais ils perdent leur mère, puisqu'ils sont enfermés dans cette pension, qui est toute une histoire, puisque la pension est complètement désorganisée à cause de l'occupation. Et c'est un immense bâtiment glacial fait pour 500 ou 1000 élèves, et ils sont une cinquantaine à peine. Endroit où Victor Hugo se souviendra plus tard qu'il a passé, je le cite, près d'une année bien triste, et que je me rappelle pourtant avec charme, comme toutes les tristesses de l'enfance. Les 2 moines, il n'y a plus que 2 moines qui font les classes, sont effarés par le niveau en latin de leurs nouveaux élèves, à qui ils font sauter 6 classes d'un seul coup en une semaine. C'est-à-dire qu'ils passent de la 7e, qui était leur âge, je transcris pour aujourd'hui, à la première. Donc ils se retrouvent avec des élèves qui ont 6 ans de plus qu'eux, et qui s'interpellent entre eux, ces élèves, c'est le Collège Séminaire des Nobles, ils s'interpellent entre eux par leur nom de famille et leur titre de noblesse. Ce qui, effectivement, rentre dans la mémoire de Victor Hugo, qui réutilisera leur nom plus tard dans ses pièces, assez étonnamment. On trouve un fou de Cromwell qui porte le nom d'un de ses condisciples, qui forcément ne devait pas être très agréable. Et dans Lucrèce Borgia, on trouve aussi un personnage qui a le nom d'un de ses condisciples de Madrid. C'est assez normal que ces souvenirs d'Espagne se retrouvent dans le théâtre, d'autant que les élèves avaient des spectaculaires distractions, profanes et sacrées. Ils vont souvent assister aux préparatifs des courses de taureaux. Ils n'assistent pas aux courses, mais ils vont assister aux préparatifs. Et ils assistent aussi aux grandes fêtes religieuses de Madrid. Pendant ce temps-là, le peuple et le clergé espagnol continuent leur lutte active, tandis qu'à l'ouest du pays, le corps expéditionnaire au Portugal, sous le commandement en chef de Wellington, toujours tient tête aux armées de Masséna, que la victoire semble déserter pour la première fois. Avec 3 ans et demi d'avance, puisqu'on fête ce mois-ci, le bicentenaire de Waterloo, on a là, en début 1812, janvier 1812, la répétition générale de ce qui va se passer à Waterloo. On a la grande armée contre Wellington, déjà. En tout cas, la situation devenait dangereuse pour les Français. Prétexte tout trouvé pour le général pour renvoyer son épouse à Paris. Les parents se partagent les enfants, donc Abel, l'aîné, reste en Espagne avec le père, et Sophie repart en France, aux Feuillantines, à nouveau, elle va se réinstaller aux Feuillantines à Paris, avec les 2 plus jeunes, Eugène et Victor. Comme Abel avait l'âge de devenir page espagnol, il reste là-bas. Et Eugène parlera donc beaucoup mieux espagnol encore que son frère Victor Hugo. C'est lui qui va publier en 1822, donc Abel Hugo, le frère aîné, chez l'éditeur Pélissier, exactement le même titre que Walter Scott en 1811, c'est-à-dire la traduction des romances historiques de Rodrigue, dernier roi des Goths, et d'autres romanceros espagnols. C'est intéressant parce qu'il le publie chez l'éditeur Pélissier en 1822, et c'est chez Pélissier en 1822 aussi que Victor Hugo va publier son premier recueil de poèmes, les Odes et poésies diverses. Victor Hugo va évidemment rendre hommage à son frère à de nombreuses reprises et utilise beaucoup de ses traductions de l'espagnol dans des épigraphes ou pour lui rendre hommage. Si bien que l'Espagne se retrouve aussi, par cette manière un peu détournée et en quelque sorte éditoriale, à l'origine de sa carrière littéraire. En attendant, le roi Joseph, sollicité par Léopold et par Sophie, chacun de leur côté, s'occupe personnellement de leur divorce. Comme il sait que Léopold ne verse pas de pension à sa femme, il verse directement la pension de Léopold, du moins son traitement de majordome de palais, il le verse directement à Sophie Hugo en guise de pension, et nomme Léopold, au moment de la retraite, où sans doute les Français vont devoir reculer, il nomme Léopold au commandement de la place de Madrid, ce qui n'est pas rien. C'est le moment où, ce jour-là, le jour même où Léopold est rappelé à Madrid, Sophie et ses deux fils cadets repartent vers la France.
Il était temps, du moins pour la littérature de langue française, d'après le témoignage ultérieur de Victor Hugo, qui raconte ceci, qui est tout de même assez stupéfiant. « Étant enfant, je parlais même mieux espagnol que français. Et je commençais même à oublier le français. Si j'avais grandi et vécu en Espagne, je serais devenu un poète espagnol. Et mes œuvres, étant écrites en espagnol dans une langue peu répandue, c'est quand même assez amusant, il raconte ça dans les années 60, un peu dans les années 50, pardon, et mes œuvres écrites en espagnol dans une langue peu répandue n'auraient pas eu de portée. C'est par la chute de l'empereur, et en conséquence de celle de Joseph, que mon père de général espagnol est devenu général français, et que moi, de futur poète espagnol, je suis devenu poète français. » On en trouve des témoignages dans le reste de son œuvre, notamment dans des textes que Victor Hugo écrivit toute sa vie dans une langue personnelle, une espèce d'espéranto avant l'heure, fait d'espagnol, matiné de latin, un espagnol dont il se souvenait depuis le début, c'est la seule langue étrangère qu'il maîtrise. Mais les hispanistes disent qu'il fait beaucoup de fautes. Voilà, c'était les Espagnols de son enfance qu'il a ensuite matiné de latin. La seule preuve contemporaine de cette époque-là qu'on ait de cette nouvelle identité, c'est la page de garde de son Tacite, qui est conservée à la maison de Victor Hugo à Paris, où il a signé sur la page de garde, comme font les enfants qui ont leur livre, il a décliné son identité comme ça, Víctor de Hugo. À la fin de l'ode autobiographique intitulée « Mon enfance », l'auteur des Odes et Ballades associera, comme il le fera toujours, désormais, l'Espagne, son enfance et sa mère, comme triple origine de sa poésie. « Je revins, écrit-il, je revins, rapportant de mes courses lointaines, comme un vague faisceau de lueurs incertaines. Je rêvais, comme si j'avais, durant mes jours, rencontré sur mes pas les magiques fontaines, dont l'onde enivre pour toujours. L'Espagne me montrait ses couvents, ses bastilles, Burgos, sa cathédrale aux gothiques aiguilles, Irún, ses toits de bois, Vitoria, ses tours, et toi, Valladolid, tes palais de famille, fiers de laisser rouiller des chênes dans leurs cours. Mes souvenirs germaient dans mon âme échauffée. J'allais, chantant des vers d'une voix étouffée. Et ma mère, en secret observant tous mes pas, pleurait et souriait, disant « C'est une fée qui lui parle » et qu'on ne voit pas. Au début du printemps de 1812, Victor Hugo, qui vient d'avoir 10 ans, son frère Eugène et leur mère reprennent donc leur place aux feuillantines. L'année espagnole semble se refermer comme une parenthèse. Mais les mauvais souvenirs s'effaçant toujours plus vite que les bons, le poète pourra longtemps rêver à la distance qui sépare la grisaille parisienne du soleil madrilène et revenir puiser quand bon lui semblera à ces magiques fontaines d'une source solaire intérieure. Ces effets de contraste nourriront les orientales bien avant les rayons et les ombres. Car à défaut de devenir un poète espagnol, Hugo fit passer l'Espagne dans son œuvre. Sa présence y est parfois discrète, mais presque constante, surtout concentrée dans les premiers recueils, les Odes et Ballades, mais surtout les orientales. Elle devient éclatante et revendiquée dans l'œuvre théâtrale, dans la préface de Cromwell d'abord, mais surtout dans Hernani en 1830 et dans Ruy Blas en 1838, qui sont un peu l'alpha et l'oméga de sa carrière dramatique avant l'exil. On le voit, Victor Hugo méditerranéen, si l'on met de côté ses 2 premières années, c'est avant tout Victor Hugo espagnol. Mais il a su faire fructifier cet héritage en l'élargissant. Contrairement à tous ses grands contemporains, il n'a jamais fait son voyage en Orient, même si c'est lui qui l'a peut-être le mieux chanté, paradoxalement, avec les orientales en 1829. Ce n'est pas le lieu ici de présenter ce recueil dont nous avons déjà cité la préface. Contentons-nous de résumer sa géographie méditerranéenne relevée par Sargamoussa. Construit d'une certaine manière sur le modèle ou le contre-modèle de l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, qui était le dieu de Victor Hugo à cette époque-là, il présente aussi, lui, un itinéraire qui évite soigneusement Jérusalem. C'est pour ça que je parle de contre-modèle éventuellement. Il passe de l'Égypte biblique à l'Égypte moderne. Il traverse 2 ensembles grecs, puisque le conflit gréco-turc était à la mode depuis plusieurs années, grâce à Byron et à bien d'autres. C'est le fameux poème « L'enfant », qu'on connaît plus sous le terme de l'enfant grec, le fameux enfant grec qui veut de la poudre et des balles pour combattre, mais ce poème s'appelle « L'enfant », mais aussi le poème « Sarah la baigneuse », très célèbre par toutes ses interprétations aussi bien musicales que picturales auxquelles il a donné lieu.
Ces deux ensembles grecs sont séparés par une longue série turque qui tourne essentiellement autour de Constantinople, alias Stamboul à l'époque. La douleur du pacha, la sultane favorite, la chanson de pirate, la captive, les adieux de l'hôtesse arabe. Avant le retour en France qui marque la fin du recueil, on ne regarde d'oublier la série consacrée à l'Espagne mauresque, notamment le poème Grenade. Contrairement à d'autres visions contemporaines de l'Orient qui intègrent davantage la poésie persane, comme chez Goethe, l'Orient de Victor Hugo est essentiellement méditerranéen, c'est-à-dire aussi français. C'est au fond un Orient rêvé, car en fait, il n'a pas connu non plus, à proprement parler, l'Espagne andalouse, où il n'est jamais allé, et qu'il chante. Mais c'est un Orient, pour ainsi dire, intériorisé, aux antipodes de l'exotisme facile auquel on a quelquefois voulu le réduire, sous le prétexte absurde qu'étant imaginaire, il ne pouvait pas être vrai. Faut-il y voir la trace de cette Méditerranée qu'il a bercée pendant ces 2 premières années? Il attendra en tout cas 10 ans après la publication des Orientales pour aller retrouver cette Méditerranée d'origine. Après sa rencontre avec Juliette Drouet, il partait chaque année avec elle en voyage. Il la rencontre au début de l'année 1833. En 1834, ils vont ensemble en Bretagne, qui est la terre d'origine de Juliette Drouet. En 1835, la Normandie et le Nord. En 1836, la Normandie à nouveau. En 1837, la Belgique, premier pays étranger. Et le voyage de 1839 fut le plus long. Il avait commencé le 31 août, c'était le début du voyage, par un départ vers l'Allemagne et la Suisse. Il voulait aller voir le Rhin. Mais une météo désastreuse avait fait bifurquer les voyageurs de la vallée du Rhin à celle du Rhône, de Zurich à Fribourg, puis de Fribourg au Léman. Et à partir de là, il n'avait plus quitté le Rhône jusqu'à son embouchure, à bord d'un bateau à vapeur, comme on pouvait le faire à l'époque, pour la quasi-totalité du parcours. À Marseille, c'est la redécouverte de la Méditerranée, immédiatement racontée à Adèle et à la postérité dans la lettre qu'il envoie donc à sa femme le 30 septembre. Après les montagnes, j'avais besoin de voir la mer, une mer quelconque, la Méditerranée à défaut de l'océan. Au reste, je ne me plains pas, la Méditerranée est autrement belle que l'océan, mais elle est aussi belle. L'océan a ses nuées, ses brumes, son flot glauque et vitreux, ses dunes en Flandre, ses falaises en Normandie, ses granites en Bretagne, ses vents immenses, ses magnifiques marées. La Méditerranée est tout entière sous le soleil. On le sent à l'unité inexprimable qui est au fond de sa beauté. Elle a un côté fauve et sévère, dont les collines et les roches semblent arrondies ou taillées par Phidias. L'austérité de la rive s'accouple harmonieusement à la grâce du flot. Les arbres, là où il y a des arbres, trempent leurs pieds dans la vague. Le ciel est d'un bleu clair, la mer est d'un bleu sombre, ciel et mer sont d'un bleu profond. 20 ans plus tard, quand Victor Hugo connaîtra beaucoup mieux l'océan pour vivre à ses côtés dans les îles de la Manche, la comparaison entre ces deux mers sera plus tranchée. C'est du moins ce qui apparaît à la fin de cette lettre à son grand ami Alexandre Dumas en partance pour la Méditerranée. Il lui écrit « Vous allez au pays de lumière, à l'Italie, à la Grèce, à l'Égypte. Vous allez faire le tour de l'eau de saphir. Vous allez voir la mer heureuse. Moi, je reste dans la mer sinistre. Mon océan envie votre Méditerranée. » Cette déclaration sera reprise et répétée sous plusieurs formes pendant l'exil. Si Jersey fermait ses frontières, si la famille Hugo était expulsée de cette île où ils avaient planté leur tente, eh bien, ils discutent de cela entre eux et c'est un rêve récurrent d'aller s'installer en Italie, où il est invité, et plus précisément surtout en Espagne, où il est invité à plusieurs reprises, enfin au Portugal. En 1852, il parle même déjà d'un projet de voyage en Orient, où il passerait par Corfou et la Turquie. Tout cela restera un rêve, mais on a toujours ce contraste entre l'océan, qui est la Manche, et la Méditerranée heureuse. Revenons à 1939. Victor Hugo et Juliette Drouet arrivent donc à Marseille et rendent visite à leur ami, le poète et bibliothécaire Joseph Méry, auteur en 1828 avec Barthélemy d'un célèbre Napoléon en Égypte, et ami de tous les romantiques en partance pour l'Orient. Joseph Méry, qui était donc bibliothécaire à Marseille, recevait tous les romantiques qui partaient en Orient, et c'est lui qui leur donnait des conseils de voyage. Méry n'accompagne pas Hugo et Juliette en Orient, mais l'accompagne à Toulon, première étape de leur séjour
sur la côte méditerranéenne. C'est un épisode très important, contre toute attente, cette visite de Toulon. Le 1er octobre, Victor Hugo visite Toulon, étape décisive et aboutissement dans ce voyage de 1839. Les notes que Victor Hugo y prend contiennent en effet la première mention du futur héros des Misérables, alors Jean Tréjean, et 2 paragraphes entiers. Il écrit 2 paragraphes pendant ce voyage, qui sont les premières lignes écrites pour les Misérables, 2 paragraphes qui passeront intégralement, à très peu de corrections près, dans le roman, qui n'avait même pas commencé, qui était loin d'avoir commencé, il avait encore à peine la première idée. Donc, épisode extrêmement important que ce passage à Toulon, avec évidemment la visite par Victor Hugo du bagne, visite très attentive du bagne de Toulon, de même qu'il avait visité le bagne de Brest quand il était allé à Brest, c'était 2 bagnes, Brest et Toulon, mais visite beaucoup plus importante encore à Toulon. D'autres notes prises en Provence contiennent des fragments, des linéaments des Misérables. Quelques phrases de son carnet de voyage seront transposées directement dans la bouche de Monseigneur Myriel au début du roman. Cette visite donc est essentielle, beaucoup plus que les autres, même que la visite des îles de l'Airain ou de la prison du Masque de Fer, qui pourtant l'intéressait aussi directement. Mais si Toulon intéresse aussi directement Victor Hugo, ce n'est pas uniquement à cause du bagne. Il y a une autre raison essentielle qui est évidente quand on connaît l'obsession de Victor Hugo dans ces années-là et même dans les précédentes. C'est là, écrit-il, que la Providence a placé le commencement de Bonaparte. La future Côte d'Azur apporte ainsi à Victor Hugo un nouveau compagnon de voyage qui, dans ses notes, se fera beaucoup moins discret que la réelle Juliette Drouet. Ce compagnon de voyage, c'est Bonaparte. Ou Napoléon, et on suit dans le carnet toutes les étapes. La dernière nuit à Fréjus, le 26 avril 1814, l'embarquement à Saint-Raphaël pour l'île d'Elbe, le débarquement à Golfe-Juin du 1er mars 1815, l'entrée à Cannes. Tous ces épisodes sont racontés, et ces épisodes qui délimitent la première restauration sont racontés dans le détail par Victor Hugo, prenant des notes sur place. Rien ne lui échappe, depuis le revêtement du fauteuil dans lequel l'empereur s'assit à l'hôtel de la Poste à Fréjus pour écrire ses dernières lettres, jusqu'au motif de la plaque de la cheminée à laquelle il s'adossa. Tout est noté, tout est relevé. Tout semble s'effacer devant Napoléon, mais les paysages méditerranéens intéressent aussi Victor Hugo. Ainsi, cette intéressante comparaison, qui est en faveur des Niçois, donc je vous la cite, entre les oliviers de Marseille et les oliviers de Nice. Notre Victor Hugo, vu aux environs de Marseille, où on le maintient à l'état de jeune plant afin de pouvoir récolter les olives à la main, l'olivier est laid. C'est un petit arbre rond et rabougri qui semble toujours couvert de poussière et qui salit le paysage. Vers Antibes et Nice, l'olivier est un arbre magnifique. Là, on l'abandonne à lui-même. Il pousse en haute futée. Il a un tronc énorme, un branchage bizarre et irisé, un feuillage fin et soyeux qui, à distance, vu en touffe, ressemble à une fourrure de chinchilla. Il se pose dramatiquement sur la hanche comme le châtaignier, porte ses rameaux et ses fruits à bras tendus et offre, comme le cèdre et le chêne, ce mélange de grâce et de majesté propre à tous les arbres qui ont le tronc large et la feuille petite. C'est un beau paragraphe qui va nous servir à cacher la misère de la récolte niçoise, non pas d'olives mais de notes, car pour la plus grande déception de tous, Victor Hugo ne semble conserver à peu près aucun souvenir de sa nuit passée à Nice. Ces carnets étant souvent bien tenus, on sait qu'il y est arrivé, après avoir déjeuné à Antibes, le 5 octobre à 15h30, le 5 octobre 1839, et qu'il en est reparti le 6 à 6h du matin, en voiture pour Cannes, c'est-à-dire qu'il y a passé 14h30, nuit comprise. Ces carnets nous apprennent tout de même aussi qu'il a dîné et couché à l'hôtel des étrangers pour 4,25 francs. On peut donc aller rechercher ces traces au palais Corvézy, aujourd'hui mairie annexe Corvézy, rue Raoul-Bozio. C'est alors l'un des hôtels célèbres de Nice, notamment pour son jardin intérieur, qui n'est plus qu'un souvenir équitablement partagé entre le groupe scolaire Nicaïa et le parking Corvézy, ce qui est tout de même un peu moins poétique. En attendant, le séjour de Victor Hugo à Nice a donc été des plus réduits. Il est vrai que c'était pour la bonne cause, ainsi qu'il l'écrit à sa femme Adèle le 12 octobre, en raccourcissant encore cette durée à 13 heures. « J'ai été tellement pressé de revenir vers toi que je n'ai fait que toucher Nice. Arrivé le 5 à 4 heures du soir, je suis reparti le 6 à 5 heures du matin. » Les notes de son album de voyage sur Nice sont encore moins développées.
Elles concernent essentiellement, je cite, la frontière de France et de Sardaigne, le fameux long pont de bois sur le Var, aujourd'hui détruit, assez en amont de l'actuel pont Napoléon III et même du pont de l'autoroute, au niveau de l'actuelle rue de l'ancien pont de Saint-Laurent-du-Var, resté dans l'histoire sous le nom de pont des Français. Il se terminait alors, écrit Victor Hugo, par le drapeau tricolore qui flotte dans les arbres en France, au bout du pont, comme une grosse fleur bleue, rouge et blanche, que l'on peut imaginer aujourd'hui approximativement vers le parc François Layet. Ce drapeau, relève Victor Hugo, était attractif. En 1830, écrit-il, les habitants de Nice venaient en foule à la tête du pont pour le voir. En 1839, ce n'était plus seulement pour le voir, mais pour l'adopter, du moins selon ce qu'il rapporte. Voici l'anecdote qu'il rapporte dans son cahier de voyage. L'autre mois, il a attiré en France tout le poste sarde, 25 hommes du régiment de Savoie, qui ont laissé là la douane et le corps de garde et sont allés trouver le drapeau tricolore avec armes et bagages. Cette nation veut redevenir française. Régiment de Savoie travaillé par les suicides et les duels. Et là, le texte ça se termine, c'est des notes prises, séparées par des tirets, par cette phrase magnifique « Les soldats s'ennuient d'être sardes ». Alors là, on pourrait faire une longue parenthèse, mais que je vous passe sur la question du rattachement ou de l'annexion qui a lieu au beau milieu de l'exil, au moment où Hugo est dans les îles anglo-normandes à distance. Disons, pour le résumer, qu'il était partisan. Ça apparaît, donc le voyage à Nice, là, on est en 39, il écrit le Rhin en 40, il publie le Rhin en 42, et dans le Rhin, il explique bien que tous les pays qui parlent français ont vocation à revenir à la France. Donc il est pour l'annexion de la rive gauche du Rhin, il est pour l'annexion de la Wallonie, enfin, tous les pays qui parlent français. Donc on peut imaginer qu'il ne s'opposait pas spécialement, qu'il ne se serait pas opposé à l'annexion, mais on manque de témoignages directs sur cette question épineuse. Revenons à cette nuit du 5 au 6 octobre 39, passée par Victor Hugo et Juliette Drouet à l'hôtel des étrangers de Nice. Cette nuit ne dut pas être des meilleures si l'on en juge par ce petit fragment, le seul qui se rapporte finalement précisément à Nice, que Victor Hugo a peut-être utilisé dans une lettre qui n'a pas été retrouvée. On dirait vraiment que c'est un morceau de lettre. Ce pays, Nice, donc Nice, 4-5 octobre, ce pays est plein de cousins, de zinzins comme ils disent. Je vous écris à travers la fanfare de tous ces petits clairons qui viennent me déclarer la guerre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur Nice. C'est maigre comme récolte, mais Nice reste à défaut l'étape la plus orientale du voyage de 1839. Et conformément à ce qu'il annonçait à son épouse, à part une halte de 4 jours à Cannes, au retour, à l'hôtel du Commerce, Victor Hugo et Juliette Drouet remontent le plus rapidement possible à Paris. Retour qui sera tout de même contrarié et par le sens du courant, on remonte le Rhône beaucoup moins vite qu'on ne le descend, et par des inondations du Rhône aussi. Même s'il reste un peu décevant, vu sous l'angle niçois, ce voyage de 1839, qui scelle les retrouvailles de Victor Hugo avec la Méditerranée, reste d'une importance capitale dans sa vie et la genèse de son œuvre, car c'est là, au contact de la mère de son enfance, qu'apparaît 6 ans avant le début de la rédaction le projet des Misères, qui deviendra plus tard, bien plus tard, les Misérables. Juste après l'achèvement de la publication des Misérables, précisément le 14 juillet 1862, Victor Hugo envoie une lettre intéressante à un poète provençal, aujourd'hui bien oublié, Marius Trucy, dans laquelle il rappelle son voyage de 1839. Né à Lorgues en 1797, Marius Trucy mourra à peu près inconnu en 1867, mais à la sortie de son long poème Marguerite, en 1861, il avait été comparé par son préfacier Louis Jourdan Dumoin, rédacteur au journal Le Siècle et ami de Victor Hugo, à Mistral et à sa Mireillot. Marius Trucy avait envoyé à Victor Hugo son poème en vers provençaux avec traduction française en regard du texte, précédé d'une ode à la Provence, c'est le titre complet, édité à Marseille et à Paris. Volume de près de 450 pages. Victor Hugo lui répondit la lettre suivante, qui restera assurément son plus grand titre de gloire, avec l'école primaire de son village natal, aux habitants duquel il avait dédié son poème, et qui perpétue son nom par un juste retour des choses.
Voilà ce que lui écrit Victor Hugo. Il prend le temps de lui répondre en cette année 1862, qui est pourtant très importante pour lui, c'est l'année de lancement, il vient de terminer le lancement des Misérables. Hauteville-la-Hausse, 14 juillet 1862. J'ai Margarido, monsieur, et je viens de lire ce beau et charmant poème. Margarido, c'est la Provence. Votre Provence, cette presque Italie, est dans Margarido, comme le Latium est dans les bucoliques. La Provence est une forêt vierge de poésie. Tout y rayonne, tout y fleurit, tout y chante. La langue est douce, le peuple est bon, le paysage est chaud. Le soleil, la femme, l'amour sont là chez eux. J'ai vu la Provence il y a 25 ans et j'en ai encore le resplendissement dans les yeux et dans l'âme. Vous êtes, vous et Monsieur Mistral, les poètes de cet Éden. Quoique votre drame ait des aspects douloureux et sombres, la sereine clarté méridionale le pénètre et l'apaise. On y sent le reflet de la Méditerranée, moins farouche que celui de l'océan. La Provence chante, même quand elle pleure. Vous avez mis toute cette lumière dans votre œuvre. On est charmé, ce qui n'empêche pas d'être attendri. Je vous remercie, poète, et je vous applaudis. Je m'étais beaucoup avancé en pensant, pour rester au plus près de Nice, que je pourrais parler des rapports entre Victor Hugo et Garibaldi. Ce serait du reste l'objet d'une conférence entière, de même qu'il y aurait aussi une ou plusieurs conférences à consacrer à la question Victor Hugo-Paul Valéry. Mais je voulais aborder pour finir, c'est la moindre des choses, l'enterrement de Victor Hugo, puisque nous célébrons aujourd'hui son 130e anniversaire. Non sans avoir signalé aussi au passage, pour mémoire, les relations suivies de Victor Hugo avec deux Niçois d'adoption, certes moins célèbres que Masséna et Garibaldi au cours de sa vie, Alphonse Karr d'abord, avant l'exil, et ensuite, moins célèbre, pendant l'exil, Émile Négrin. Alphonse Karr, qui fit beaucoup pour la gloire de Nice avant même l'annexion, avait été l'un des derniers amants de Juliette Drouet avant qu'elle ne rencontre Victor Hugo. C'est Alphonse Karr qui écrivit, c'est un concours de circonstances, l'un des premiers articles sur la mort de Léopoldine, avant même que Victor Hugo ne l'apprenne, la mort. C'est lui qui écrivit cet article-là, et ceux-ci, compensant cela, ils entretinrent toujours d'agréables relations. Quant au poète et linguiste canois Émile Négrin, 1833-1878, il est davantage oublié, je pense, qui se souvient qu'il revendiquait d'avoir inventé le nom Baie des Anges, invention contestée. Quoi qu'il en soit, la bibliothèque de Victor Hugo à Hauteville-la-Hausse, à Guernesey, ne compte pas moins de 10 de ses ouvrages, la plupart chaleureusement dédicacés, tous publiés entre 64 et 70, à commencer par 2 éditions de ces fameuses promenades de Nice, avec gravures, cartes, plans de ville et musique, mais aussi plus poétique, ces Fleurs de Cannes, édité à Nice en 1866, et ces Souvenirs des villes de soleil, au pluriel, un très beau titre, Souvenirs des villes de soleil, qui étaient des odes poétiques que l'on pouvait acheter en 1869 à Nice, à Cannes et à Menton, qui doivent être les villes de soleil qui sont dans le titre. Un dernier mot donc sur les années 1880. L'enterrement de Victor Hugo a été célébré il y a 130 ans et un jour, mais comme je n'aime pas l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, j'ai du mal à arriver jusque-là, en l'occurrence le Panthéon récemment remis à la mode, je préfère évoquer pour finir la répétition générale de cet enterrement, qui avait l'avantage d'avoir eu lieu du vivant de Victor Hugo, le 27 février 1881. On avait célébré ce jour-là, par une grande fête publique, l'entrée du poète dans sa 80e année. Il avait eu 79 ans la veille, le 26 février 1881. Le 27, le lendemain, c'était un dimanche, et la manifestation organisée partait de l'Arc de Triomphe. Les groupes qui avaient été convoqués devaient défiler par rang de 12 ou 15 personnes sous les fenêtres de Victor Hugo, dans cette avenue d'Eylau, rebaptisée le jour même avenue Victor Hugo, le jour même où il entrait donc dans sa 80e année. Les organisateurs qui avaient lancé cette manifestation très tard, ils s'en étaient occupés à partir du début du mois de janvier, pour le 27 février, c'est tout de même très, très limite, ont été très très vite débordés par leur succès. Il y eut finalement près d'un demi-million de personnes qui défilèrent devant la maison de Victor Hugo, ce qui est quand même spectaculaire. L'enterrement, c'est spectaculaire évidemment, mais un anniversaire, c'est encore plus extraordinaire. Un demi-million de personnes qui défilèrent devant la maison du poète, lequel suivit la cérémonie debout devant sa petite fenêtre entre ses 2 petits-enfants, Georges et Jeanne. La presse s'en est fait l'écho, évidemment. C'est un spectacle merveilleux, inouï, unique et tel qu'on n'en vit jamais
de midi à la nuit, sans relâche, comme une mer toujours montante, le flot de la population n'a pas cessé de défiler devant la maison en criant « Vive Victor Hugo !» L'article du Rappel, le lendemain, précise « Il nous a été impossible de noter les inscriptions de toutes les couronnes. Citons au hasard. De Marseille, la couronne de l'Athénée méridional, avec cette inscription « Aux poètes, aux philosophes, aux grands justiciers de la cause des peuples ». Le Cercle de la Fédération a envoyé une grande couronne d'or et d'argent. Le Cercle de l'Aurore, une superbe palme d'or et d'argent. La Société Le Réveil Social, une palme d'or. À chaque instant, une délégation des départements vient apporter des fleurs. Des bouquets merveilleux arrivent du Midi, de Nice, de Toulon. L'un d'eux, tout entier de myosotis, avec ses mots en fleurs rouges, à Victor Hugo. Un autre, énorme, fait de superbes violettes, avec les initiales du poète tracées en fleurs de jasmin blanc. Un peu plus tard, dans le récit de cette journée mémorable, après le défilé de la Société des gens de lettres et de l'École normale supérieure, après celui des élèves des lycées de Paris et de province, tout le défilé de cette jeunesse est saisissant, dit le journaliste, l'émotion étrangle les cris, c'est la France de demain qui passe. Ensuite défilent les anciens élèves des arts et métiers avec un immense bouquet envoyé de Nice. Un peu plus tard encore, le comité du monument de Garibaldi, à Nice, fait apporter par messieurs Récipon et Quiris, députés, un bouquet merveilleux d'1 mètre de diamètre. On crie « Vive la France, vive Victor Hugo !» Une députation de la presse républicaine de Nice apporte une couronne. Gustave Rivet conclut ainsi son long article. « Il faut finir cependant le récit de ce défilé splendide où tout un peuple est venu apporter son hommage au génie. Ses cris, ses saluts, ses bouquets, ses palmes, ses lauriers, ses chants et ses fanfares, ces centaines de milliers d'hommes ont fait la plus belle manifestation pacifique que puisse rêver la pensée humaine. Il semblait que ce fût l'aurore d'une époque nouvelle, du règne de l'intelligence, de la souveraineté de l'esprit. Victor Hugo salué, acclamé par les enfants, par les hommes, par les vieillards, souriant à leur sourire, c'est un des spectacles les plus touchants, les plus nobles que la France nous ait encore donné. Et si c'est une date mémorable dans la vie du poète, c'est une date à jamais illustre dans notre histoire nationale. On pourrait s'étonner peut-être de cette association presque exclusive et systématique de Nice et des fleurs à la fin de la vie de Victor Hugo. Mais en reprenant le récit du Rappel, son dernier biographe de son vivant, Alfred Barboux, qui a publié sa biographie pour cet événement-là, pour son 80e anniversaire, juste après, puisqu'il le raconte, Alfred Barboux en donne l'explication en ajoutant ces détails au récit de la préparation de la grande fête du 80e anniversaire. « Des fleurs, il nous faut des fleurs », écrivait Paul Arène, le célèbre poète provençal, membre du comité d'organisation. Écrivait Paul Arène à son ami Marius Tistet, propriétaire à La Garoupe. « Les fleurs nous manquent, Marius. » Ah, si au lieu de naître en février, Victor Hugo était né en avril, en mai, mais on ne saurait penser à tout, même quand on est un homme de génie. En avril, Sèvres et Meudon auraient dépouillé leurs coteaux pour le père de Cosette. On verrait les jacinthes pleuvoir et les muguets neiger sur la maison de l'avenue des Lots. Les lilas marcheraient comme la forêt de Macbeth et la circulation serait interdite dans Paris par des barricades de roses. Vous avez des roses là-bas près de la mer Bleue à la Garoupe et 1000 autres sortes de fleurs, par brassées et par charretées à ne savoir qu'en faire. Dans ton jardin, Marius, les palmes frissonnent, symboles de gloire. Tu possèdes sur un bout de roc pas mal d'oliviers que la brise argente. Et le laurier aimé des poètes sert de clôture à ton petit champ. Cueille-moi tout ça, Marius, cueille-moi tout ça, fleurs et verdures. Avertis les voisins, chargez 10, 50 wagons, que de Nice à Paris, sur le parcours, toute la France en soit embaumée, et qu'au passage du train, les bons paysans, s'appuyant sur la bêche, disent « Encore quelques bouquets qu'on emporte pour la fête de Victor Hugo ». Eh bien voilà, si Victor Hugo était né en mai, on aurait moins parlé de Nice. Et de fait, lorsqu'il mourra en mai, on parlera moins de Nice à son enterrement que lors de son anniversaire couvert de fleurs dans un Paris glacial et presque neigeux. C'est ce qui avait donné aussi cette impression incroyable, c'était ces quantités de fleurs dans un temps assez épouvantable. Mais à Nice, on n'oublia pas le poète au moment de sa mort. Grâce à son excellent maire, Alfred Boriglione, tendance Union républicaine, Nice fait partie de ces villes qui prirent immédiatement des mesures à la hauteur de l'événement.
Le 23 mai 1885, lendemain de la mort de Victor Hugo et jour de sa dernière photographie, la plus célèbre, par Nadar, le conseil municipal prit la décision de lui consacrer l'une de ses plus belles avenues. Voilà ce que déclare Alfred Boriglione. Un pieux souvenir nous a fait donner à l'une des plus belles artères de la ville le nom de l'ardent patriote que fut Léon Gambetta. Un même sentiment d'amour et de patriotisme doit nous faire consacrer l'une de nos plus grandes voix à celui qui, par son vaste génie, laisse un nom qui se transmettra jusqu'à la postérité la plus lointaine. 100 ans plus tard exactement, du 23 au 25 mai 1985, un colloque interdisciplinaire intitulé « Idéologies hugoliennes » était organisé par l'Université de Nice sous la direction d'Anne-Marie Amiot. Publié la même année par les éditions Serres à Nice, ces actes, au demeurant fort intéressants, ne parlent pas une fois de la ville de Nice, comme si elle était toujours restée étrangère à Victor Hugo. On a vu, je l'espère, qu'il n'en était rien, et que pour ne pas avoir été longtemps niçois, il n'en a pas moins été vraiment méditerranéen. Dans la baie des Anges, sur la promenade des Anglais, au centre universitaire méditerranéen, il est chez lui, comme ailleurs, certes, mais peut-être un peu plus qu'ailleurs. Je constate donc qu'il n'a pas volé sa pharmacie, et en son nom comme au mien, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis évidemment... Je parlais à la vieille dame. C'est terrible. C'est ouvert. Il est ouvert, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Ne vous serait-il pas possible d'envoyer cette biographie à la ministre de l'Éducation nationale afin qu'elle comprenne qu'on peut sauter 6 années de classe en faisant du latin? Merci. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient l'appellation baie des Anges exactement? Vous avez une définition de ça? J'étais pas du tout qualifié pour le dire, mais j'ai regardé effectivement quand j'ai vu cette revendication du poète qui pensait l'avoir nommé. Apparemment, c'est le nom des poissons qui s'appellent. Il y a des poissons qui s'appellent des anges, qui ont des formes d'ailes comme ça qu'on pêche dans la baie. Et en fait, ça viendrait de là. Donc, c'est pas une appellation poétique spécialement. Mais lui la revendique. Il y a d'autres. J'ai vu qu'il y avait d'autres écrivains du 19e qui la revendiquaient aussi. Enfin, la plus vraisemblable, en tout cas, qu'on trouve quand on recherche assez rapidement, c'est ces poissons qui ont des grandes ailes blanches. Pas de questions? Je voudrais savoir où il est né, s'il vous plaît. Dans quelle ville il est né? À Besançon, à Besançon. Merci. Mais il n'y est resté que 6 semaines, donc c'est pas très très long. Voilà, il y est resté 6 semaines. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui avait de plus important, sa carrière en tant que dramaturge ou plutôt romancier? Il a accordé plus de crédit à sa carrière dramatique, enfin à ses œuvres dramatiques, plutôt qu'à ses œuvres romancées. Oui, c'est difficile comme question. J'aurais tendance à dire qu'il était d'abord poète, et ensuite, il est certain que le théâtre avait une place très importante dans sa vie, pour plusieurs raisons.
Mais en même temps, ce qui lui a valu sa renommée internationale, c'est sa carrière de romancier, donc ce sont Les Misérables. Mais pour répondre vraiment à votre question, il faudrait se replacer au début des années 30. Il publie là, il fait tout en même temps. Donc il publie en 31 Notre-Dame de Paris, et c'est en même temps l'époque où il écrit, et il a l'ambition d'écrire et de monter une ou deux pièces par an. C'est vraiment un objectif qu'il a et qu'il raconte à un de ses amis qui note cette confidence. Et il a tenu ce rythme, pas 2 par an. Il y a une seule année où il en a fait 2, mais sinon c'était quand même en gros le rythme une pièce par an. Donc le théâtre, il l'écrivait très très vite. C'est extrêmement stupéfiant de penser à quelle vitesse il rédigeait ces pièces de théâtre, ces grandes pièces de théâtre, même en alexandrin, ça mettait entre 15 jours et un mois. Il mettait entre 15 jours et un mois d'immersion complète pour les écrire. Mais le théâtre, ça demande beaucoup de travail en amont, en aval, parce qu'une fois que la pièce est terminée, tout commence. D'abord, il fallait la passer à la censure, ce qui était très compliqué à l'époque. Et puis après, il fallait s'occuper de la mise en scène. Il n'y avait pas des metteurs en scène comme aujourd'hui. Il y avait des directeurs de théâtre. Et Victor Hugo, lui, s'occupait de sa mise en scène le plus souvent. Donc on a des dessins de décors, il travaillait. Non, donc c'était un investissement très important. Et en même temps, la gloire littéraire à l'époque. Alors, on était poète, mais c'était la gloire littéraire, c'était vraiment le théâtre qui pouvait l'apporter. Balzac a rêvé toute sa vie d'écrire une pièce de théâtre. Nombreux, vraiment, c'était, je sais pas, comme le cinéma aujourd'hui. C'était vraiment, il fallait passer au théâtre pour pouvoir être. Et puis, il aimait dans le théâtre aussi cet aspect tribune. Les préfaces de ses pièces sont très importantes là-dessus. C'est la préface. À l'époque, il n'en avait pas encore conscience, mais c'est la préface de sa vie politique. C'est de donner un message au peuple qui va se constituer en voyant la pièce. C'est une conception grecque du théâtre. Vraiment, la nation, le peuple va naître du théâtre. Donc j'aurais tendance à dire que le théâtre était plus important peut-être pour lui. D'ailleurs, une fois qu'il a publié Notre-Dame de Paris, et encore, il a écrit Notre-Dame de Paris parce qu'il était lié par un contrat avec son éditeur qui l'imposait. Il avait signé pour un roman, il avait tout fait pour le repousser, et il a fini par être quasiment enfermé chez lui pour l'écrire avec des pénalités horribles s'il ne le rendait pas. Bref, ça a été vraiment il s'est enfermé pour écrire Notre-Dame de Paris. Quand il a terminé Notre-Dame de Paris, il n'a plus écrit de roman. Le premier roman qu'il écrit après Notre-Dame de Paris, c'est Les Misérables, et il paraît 30 ans après. Donc voilà, je pense que effectivement, je pense qu'il accordait du coup plus d'importance et d'intérêt, paradoxalement, paradoxalement vu d'aujourd'hui sans doute, mais à son théâtre, qui aujourd'hui, alors on le joue, mais c'est pas la partie que généralement les critiques ou les lecteurs préfèrent dans son œuvre. Mais pour lui, c'était vraiment très important. Et j'ajoute juste cette histoire pour le théâtre, c'est important à savoir. On raconte, on parle trop souvent et trop régulièrement de la chute des Burgraves, puisqu'ils seraient arrêtés en 1943 avec les Burgraves qui n'ont pas remporté un grand succès, ce qui est faux. C'est une pièce qui a assez bien marché, c'est pas tellement une chute, mais simplement il en a eu assez d'écrire pour la scène directement, et après il s'est concentré sur autre chose. Mais il a continué à écrire du théâtre toute sa vie. Donc il écrit énormément de petits fragments dramatiques très drôles, des petites répliques comme ça, de répliques. Toute sa vie, il écrit du théâtre. Et ensuite, pendant l'exil, il écrit toute une deuxième partie de son théâtre qui est beaucoup moins connue aujourd'hui, qu'il a publié après sa mort, qui a été publié après sa mort sous le titre de Théâtre en liberté. Et c'est toute une série de pièces qui sont moins célèbres que celles d'avant et très intéressantes et plus modernes peut-être par certains aspects. Les plus connus aujourd'hui, celles qu'on joue un peu plus souvent, c'est 1000 francs de récompense, qui a été redécouvert en 1985, mais qui a été monté qu'au XXe siècle, et d'autres pièces comme celle-ci. On a vraiment le sentiment que c'est Les Misérables qui l'a consacré. Est-ce qu'il y a une autre œuvre aussi majeure que Les Misérables ? Alors, autour du monde, c'est toujours Les Misérables et Notre-Dame de Paris quand même. Les gens, quand on est en Asie, par exemple, alors tout le monde connaît Victor Hugo à partir de ça. Est-ce qu'ils connaissent le roman, est-ce qu'ils connaissent des adaptations, est-ce qu'ils connaissent des films? C'est souvent le cas, c'est souvent des films, mais disons que c'est les deux. Mais c'est vrai que dans l'ordre, c'est l'audience internationale qu'il a eue, c'est au moment dès la publication, dès la sortie des Misérables. C'est sorti dans le monde entier en 62, donc c'était vraiment au moment des Misérables. Ensuite, d'autres aspects de son œuvre, quand même. Donc, je mettrai Notre-Dame de Paris juste à côté.
vu de l'étranger, évidemment, la poésie, c'est plus difficile. Il y a des pièces de théâtre qui sont passées à l'opéra, qui ont eu aussi beaucoup de succès. Donc, Le Roi s'amuse, c'est Rigoletto, mais bon, c'est pas directement lui. Donc, effectivement, c'est quand même Les Misérables qui sont le sommet international de sa carrière et de son œuvre. Bon, j'ai plus de questions. Ah si. Quelle a été la durée du séjour à Bastia, s'il vous plaît? Très court, moins court qu'à Marseille. Oui, effectivement, non, là j'ai été un peu rapide, j'ai pas dit, pas une épouse, une maîtresse, une maîtresse, ah bon? mais qu'il a épousée dès la mort de sa femme, effectivement. Donc il a eu une deuxième épouse, absolument. Il a eu une épouse corse. Non, je suis pas sûr qu'elle soit corse, parce qu'il était déjà avec elle sur... Ah, peut-être en Corse. Enfin, il l'a rencontré en Corse, en tous les cas, moi, ça c'est sûr. je suis corse. Hein. D'accord. Et on avait dit qu'il avait une épouse corse, et c'est comme ça qu'il était arrivé avec ses 3 fils à Bastia, dont le plus jeune, qui a parlé le corse Oui, mais dès alors, sa petite enfance. Là, c'est pas du tout son épouse. C'est parce que vraiment, d'abord, il l'a épousée qu'à la mort de Sophie Trébu, de sa femme. Donc, Voilà. il l'a épousée qu'en Voilà. 21, juste après la mort de sa femme, il l'épouse. Et elle s'appelait Catherine Thomas. Donc, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment. C'est pas un nom très corse. Et elle s'appelait Catherine Thomas. Oui, voilà. Donc, c'est pas un nom très corse. Mais c'est comme ça qu'il a parlé le corse et qu'il disait qu'elle était Gativa. Gativa. Méchante. Merci pour la prononciation. Gativa. Nous, on dit encore c'est Gativa. Ah oui, Gativa, c'est bien Parce que ça. je Alors parle voilà, le c'est ça, corse. d'accord. Donc c'était bien ça. Et il y est resté combien? Ils y sont restés combien, Bastia? Oh, pas longtemps. C'était vraiment entre. Il est resté plus longtemps à l'île d'Elbe. Il est resté quelques mois. Voilà, quelques mois avant de partir sur l'île d'Elbe. Il était à Bastia. Oui.